Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Des médecins spécialistes ont voté hier soir sur leur entente. Et c'est réglé. Les membres de la Fédération des médecins spécialistes qui ont approuvé à 86% cette entente conclue avec le gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à l'intérieur de cette entente-là? L'accord prévoit une hausse de 11% de l'enveloppe de 5 milliards de dollars pour payer les médecins, couvrir les frais de cabinet. On se souviendra que les spécialistes réclamaient une augmentation de 14,5%. Maintenant... Et le gouvernement offrait 11. Oui. Alors, ça a fini à 11. Oui. 11, puis en tout cas, fini, puis il y a un petit plus au 11, mais pas gros, là. Ouais, non, mais tu peux le... Vas-y. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont obtenu, là, en plus, le gain, on pourrait dire, de rémunération, c'est que les directeurs médicaux qui autrefois étaient payés à même cette enveloppe-là vont être payés par les établissements. Ce qui fait un plus pour les médecins, mais je comprends que si tu pars à 11, finis à 14,5, tu finis à 11 plus un petit bonus, est-ce que ça sera pas... Peut-être ça fait 12, là. Ouais. Mais je veux dire... personne ne peut dire un matin les médecins sont partis avec la caisse. Non, pas du tout. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente-là, c'est surtout des engagements significatifs du gouvernement pour augmenter la capacité d'opérer. Ça, on le sait, c'était demandé. On s'est engagé aussi à régler les problèmes du fameux système CRDS, améliorer, en plus de financer aussi certains projets en médecine spécialisée. Cette entente-là est valide jusqu'au 31 mars 2028. La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, qui a commenté d'ailleurs en disant « Cette nouvelle entente témoigne d'une négociation rigoureuse, ferme et responsable. Nous avons pris des engagements qui respectent la capacité de payer des Québécois et établi des cibles de performance pour les médecins spécialistes afin de mieux répondre aux besoins des patients. » La grosse victoire des médecins, puis vous allez comprendre, c'est une grosse victoire, mais en même temps, c'est une victoire un peu logique. C'est que ils ont... D'abord, les bonus, tu sais, au départ, là, Christian Dubé, c'était 25% de la rémunération liée à la performance. Oubliez ça. Maintenant, c'est des petits pourcentages liés à la performance, beaucoup plus petits. Mais les médecins ont gagné que leur prime de performance, là, c'est une couple de pourcents, si jamais ils ne l'atteignaient pas parce que les salles d'opération ou les plateaux techniques sont pas disponibles, les salles d'opération sont fermées, le gouvernement paierait quand même. Il faut que le gouvernement, c'est ce que tu appelles dans ce que tu viens de nous dire, le gouvernement s'engage là, à ce que ça marche. Mais en même temps, je veux dire, si toi tu travailles dans une usine de souliers, Alexandre, puis qu'on te dit qu'on va te donner une prime si t'en fais, mettons, si t'en fabriques 50 paires par jour. Mais ma machine ne marche pas. Puis aux 3/4 de la journée, t'es rendu à 47 sur 50. Tu dis, je vais l'atteindre facile. La machine brise. Ben, c'est pas de ma faute. Mais là, on te paye pas la prime parce qu'on te dit, ben là, regarde, 47, t'as pas fait ton 50. Tu vas être drôlement frustré. Mais c'est un peu ça pour les médecins. Si la machine ne marche pas, si on t'offre pas les salles... En fait, l'entente, j'ai de la misère à comprendre comment ça peut être si long. Pourquoi François Legault... ça donne vraiment l'impression que François Legault bloquait, là, s'entêtait ou... Parce que, OK, dans ces conditions-là, il me semble que le gouvernement aurait pu signer avant. Tant mieux. Est-ce que le système va vraiment s'améliorer? Là? Je reste très, 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 très sceptique, vous le savez, là-dessus. Mais l'entente comme telle, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier, les médecins renoncent à leur poursuite. Il y avait de l'argent que le gouvernement avait coupé aux médecins il y a quelques années, puis il y avait une poursuite qui représentait 300-400 millions par année sur quelques années. C'était une poursuite au-dessus du milliard. Que les médecins auraient pu gagner ou dans une entente hors cours aller chercher peut-être la moitié du monde. Là, les médecins renoncent, mettent un X sur tout ça. Fait que je comprends que Mme Duranceau doit être quand même assez contente de sa négociation. Parlant de santé, Maisonneuve-Rosemont, Christine Fréchette qui a, disons, raffermi l'engagement du gouvernement hier. On passe au concret, Mario. C'est ce qui ressortait de cette conférence de presse-là hier. Décidément, c'est un gros 24 heures dans le monde de la santé. Et il y a la fameuse image, oui, c'est correct, on annonce Maisonneuve-Rosemont encore une fois, mais les pépines, à quand, là, les premières pépines, ben, semble-t-il qu'elles seront à l'œuvre dès cet été à Maisonneuve-Rosemont, selon la nouvelle première ministre Christine Fréchette, qui a débloqué 700 millions de dollars pour entamer les travaux de rénovation. Ce sont donc 400 millions qui sont ajoutés à l'enveloppe initiale de 300 millions et les sommes annoncées doivent servir à acheter des terrains à proximité de l'hôpital et à commencer les travaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité. Il y a un tunnel aussi qui doit relier
le futur hôpital aux installations existantes déjà. Maintenant, à quoi va ressembler ce projet-là? Ben, le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont aura 720 chambres individuelles, mais le premier patient, 2036. Pas avant 2036, c'est pas tout de suite. Et l'estimé pour le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a des chiffres, 5 milliards de dollars. Ça, c'est une nouvelle, à mon avis, qui est plus politique, habile de Mme Fréchette, parce qu'elle est en train de se positionner comme, tu sais, en anglais, il dirait « the fixer », là, tout ce qui marchait pas sur François Legault, Maisonneuve-Rosemont, les médecins spécialistes, on coche. Moi, je pense que le gouvernement était déjà commis. Je sais que les gens à Maisonneuve-Rosemont, eux, disaient « on veut des engagements plus faibles ». Moi, je pense que le gouvernement était déjà commis. Une fois que tu pars le stationnement, il était commis pour 300 millions, puis là, il va pour 700. Est-ce que c'est plus de certitude? Moi, je pense que c'était déjà certain à 100% que le projet allait se faire. Et ça, peu importe la couleur, que la CAQ soit réélue, battue, remplacée par les libéraux, le PQ, ce projet-là va se faire. Mais bon, l'effet politique de l'annonce d'hier, je pense, a quand même été positif. Ça a fait comme elle, OK, Legault niaisait ça, là, puis elle va le régler. Je pense qu'on est plus dans la politique, dans ce cas-ci, là, que dans le réel. Mais bon, les perceptions, c'est le réel à un certain point. Sondage léger, oui, les Québécois veulent plus d'autonomie au sein du Canada. Mais ils sont assez sceptiques quant à nos chances d'y arriver. De l'avoir, c'est ce qui ressort de ce sondage-là, parce que l'idée que le Québec dispose de plus de pouvoir au sein de donc du Canada, ça séduit 61% de la population selon ce sondage-là. Mais il y a plus de 80% des répondants qui veulent que le gouvernement du Québec dispose de tous les pouvoirs en matière de santé, de finances publiques, d'éducation également. Maintenant, est-ce que ça va réellement se réaliser? Il y a seulement 39% des répondants qui estiment qu'il est possible que le Québec obtienne davantage de pouvoir et d'autonomie au sein du Québec. Mais c'est quand même pas zéro, c'est quand même presque 40% des gens, alors que, tu sais, le Parti québécois, plusieurs médias martèlent que c'est impossible, ça arrivera jamais. Ceci dit, je l'ai écrit dans le journal, je pensais il y a 10 jours, les 80% des 60 à 80% des Québécois aimeraient ça que le Québec ait plus de pouvoir. Mais à Ottawa, on vote à deux mains pour Justin Trudeau, qui est reconnu comme centralisateur. Et tu dis, OK, on dit qu'on veut une chose, est-ce qu'on agit en conséquence? Des fois, on est dur à suivre un peu. Le point sur l'incendie d'hier... Oui, on s'en parlait hier tout au long de l'émission. Ben là, on en sait davantage, là. Sur cette entreprise de recyclage, AIM, recyclage de métaux où cet incendie s'est déclaré tôt hier matin, ben cette entreprise-là multiplie les infractions environnementales. C'est une compagnie américaine de fer et de métaux qui est dans la mire des autorités depuis des années. D'ailleurs, la Ville de Montréal lui a retiré ses permis hier matin, affirmant que c'est une coïncidence là, avec l'incendie comme tel. Maintenant, quelle est la suite des choses? AIM a 30 jours pour se conformer au règlement, faute de quoi, ben, elle va perdre le droit d'opérer. Des dépassements de BPC, d'arsenic, d'autres métaux dangereux ont été mesurés à répétition là-bas, même que le ministère de l'Environnement lui avait imposé 16 sanctions administratives depuis 2018 dans ses différents sites au Québec. Le ministère aussi avait émis 5 avis de non-conformité en l'espace de 5 ans. Puis ça, c'est juste sur le site de Montréal-Est. Ouais. Puis là, il y avait hier, là, c'était le panache de fumée, la qualité de l'air. On était très inquiets. Puis ça a pris du temps quand même avant d'avoir là, des réponses. Puis des réponses, puis des consignes claires. Parce que ce qu'on nous disait, là, si mon ordinateur peut collaborer, ce qu'on nous disait essentiellement, là, quand on regardait la qualité de l'air, le panache de fumée, on a eu uniquement l'alerte là, de la part de la santé publique beaucoup plus tard, des heures plus tard. En fin d'avant-midi, il commençait à dire, là, allez pas marcher, faire du jogging dans la zone du panache de fumée, mais c'est ça flambe. Il reste qu'il va y avoir quand même une enquête, c'est sûr. C'est pas que le petit hasard. Là. Le matin même, à 8 h le matin, on leur envoyait leur lettre pour leur dire qu'on leur retirait les autorisations, leur permis. Puis dans la nuit d'avant, le feu prend. Écoute, à date, c'est un pur hasard. Là. Ouais, j'entendais les pompiers parler de batterie au lithium. L'enquête va le déterminer. C'est jour de match, Charles-Antoine? Les serviettes sont installées sur les sièges du Centre Bell. On est à quoi? Moins de 12 heures du 3e chapitre. Et vous me voyez venir, là, match pivot. On a parlé du 2e match comme un match pivot parce que quand tu vas gagner les 2 premières rencontres, tu prends une sérieuse option sur la série. 7 fois sur 10, une équipe qui gagne
Le troisième match gagne la série. Ah ouais. Donc, si on joue les chiffres, là, presque 7 fois sur 10, l'équipe triomphe. Voici ce que je pense, moi. Moi, je suis pas du tout optimiste pour ce soir. Je pense que l'équipe va arriver nerveuse à domicile, a fini morte en prolongation. Je suis beaucoup plus confiant pour dimanche que le Canadien qui nous a habitués à rebondir. Moi, si j'avais une prédiction à faire, là, c'est une défaite pas belle du tout ce soir. Là. Kucherov, un but, 2 passes, on l'a réveillé. Une domination du Lightning, genre 5-1, puis le Canadien qui rebondit dimanche. Mais tu sais, je veux dire, Faudra voir le début de rencontre. Faudra voir comment on va faire la transition entre toute cette frénésie, cette cérémonie, le début de match, mais aussi, si jamais le Canadien débute très, très bien, faut garder en tête que le Lightning va peut-être faire le fameux rope-a-dope. C'est encaisser, comme l'avait fait Mohamed Ali là, contre George Foreman, encaisser l'intensité, le chaos des 10 premières minutes et revenir à la charge en deuxième période. Mais ça prend toujours aussi... Est-ce qu'après ces 10 minutes, donc le Canadien, il a fait la tempête de 10 minutes, est-ce que c'est 2-0 ou 0-0? Là? Ouais, ben exact. Si tu lances dans Beden du goaler ou à côté des buts, tu fais beaucoup de bourdonnement autour du but, mais t'as rien inscrit au compteur. Ça, c'est jamais bon. Là, t'sais. Exact. Ben, justement, ce sera une soirée de transition. Transition entre la cérémonie et le début de la rencontre. Transition entre la première période et la deuxième, parce que c'est une chose de livrer pendant 20, mais toute l'année, et on l'a vu depuis le début de la série, toute l'année, le Lightning a été très très bon en deuxième période. Comme si justement un John Cooper, qui n'est pas entraîneur du Canada pour rien, sait très bien comment déceler en première période les tendances, la configuration de match, et ajuste son équipe de vétérans. Donc, à surveiller ce soir. Puis c'est un peu comme au tennis. Tu sais, quand tu vas briser ton adversaire, là, quand tu vas marquer, quand tu vas aller chercher le point, alors que c'est ton adversaire qui est au service. C'est une chose de le faire, mais il faut que tu confirmes ton bris. Quand tu reprends le service, tu peux pas te faire... tu peux pas subir le même sort. Donc, si le Canadien est en mesure d'aller voler une victoire à Tampa, il faut que tu protèges ton territoire à domicile. Donc, moi, je te rejoins sur le risque, l'inquiétude, le risque, mais en même temps, si tu veux gagner une série... Faut t'en gagner à l'étranger puis tu gagnes chez vous. Dernier sujet, Martin Saint-Louis, si on comprend bien, change rien. Ouais, mais tu sais, ça a duré 20 minutes hier, l'entraînement. Et tu veux pas... Il devait y avoir 1000 personnes autour du cercle, autour de la patinoire à Brossard. Fait que tu vas pas non plus dévoiler tes cartes. Donc hier, c'était les mêmes chandails de trio. Kirby Dach était encore aux côtés de Zachary Bolduc. Mais toi, tu dis attention. Ben attention, parce que tu sais... Ce qu'on voit et ce qu'il gère à l'interne, ça peut être deux. D'ailleurs, Josh Anderson avait une journée de traitement hier, donc je pense qu'il s'est fait brasser depuis le début de la série. Donc le fait que Anderson n'était pas là a peut-être eu une influence sur le fait qu'on pouvait pas bouger les autres trios. Moi, je pense qu'on va le savoir seulement à 19h04 ce soir s'il y a vraiment une permutation de personnel. Les sénateurs, eux autres, ça va pas trop. Là. 0-3. Au bord du gouffre, mais honnêtement, ça va pas bien pour les Sénateurs. Brady Tkachuk a pas de points. Tim Stützle, meilleur joueur de l'équipe en saison, a pas de points. Mais je suis prêt à m'avancer ce matin que les Hurricanes de la Caroline risquent d'être en finale de la Coupe Stanley. Quel système de hockey! C'est pas sexy, c'est ennuyant, c'est très frustrant pour l'adversaire, mais j'écoutais le match hier, là, il y a toujours un bâton au bon endroit. Honnêtement, on se comprend, on se complète, on applique... On donne pas grand-chose. On donne rien. L'avantage numérique des Sénateurs, 0 en 12. Je vous le dis. Mais là, par contre, moi, j'ai pas tout vu le match, mais j'ai vu un bout. Il y a eu un 5 contre 3 des Sénateurs. Là. Aucune chance de marquer. Mais ça n'a pas de bon sens. Non. Mais là, c'était pas... À 3, là, je comprends qu'ils sont bons, Caroline, mais à 5 contre 3, ils sont juste 3. Les Sénateurs étaient pas là non plus. Ils étaient tout perdus 2 fois. À 5 contre toi, tu fais la rondelle, tu fais une passe arrière, tu fais une passe arrière, puis il n'y a personne. Tu fais le déblaiement de la zone toi-même. Chez vous, à Ottawa, les gens huaient, mais je vous le dis, les Hurricanes, c'est ce qu'ils font. Ils te frustrent, ils font rien de... moi, je pense qu'ils vont aller loin. Spotify dévoile les artistes, Isabelle, les plus écoutés. Depuis les 20 dernières années, c'est la première fois que Spotify fait ça. La seule chose, c'est qu'on connaît pas la méthodologie. Donc, on sait pas comment ils ont calculé ça. C'est 750 millions d'utilisateurs, 290 millions d'abonnés sur 184 marchés. C'est énorme. Aux États-Unis, ça représente 82% des revenus. C'est quasiment 10% de la planète. T'es fou. C'est fou. Hein? C'est incroyable en 20 ans ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a 3 artistes canadiens qui se retrouvent dans le top 20. En 3e position, tu as Drake. En 4e position, The Weeknd. En 7e, Justin Bieber. 3 artistes canadiens issus du sud de l'Ontario. Qu'est-ce qui se passe en Ontario? C'est la manne. Mais des 2 premières positions reviennent à Bad Bunny et
pole position depuis 2020. Là. 2023-2024, c'était Taylor. Bad Bunny, c'était 2020, 2022, 2025. Donc ça, c'est l'artiste. Après ça, l'album. L'album le plus écouté, c'est celui qui est sorti en 2022. L'album s'intitule On Verano Sinti et c'est Bad Bunny. Me la voy a llevar a toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonrían. Mais c'est un album de 2022, Oui. puis il est le plus écouté en 2025. 2026. Oui. Je pense que j'ai beaucoup contribué en voyage en c'est République. dans les 20 dernières années. Tu sais, eux, ils ont compilé les 20 dernières Ils ont années. compilé les 20. ouais. Ça, c'est Ouais. pas l'année. Je pensais que c'était 2025. Non, là. c'est OK. les 20 dernières années. Donc, par exemple, Bad Bunny se retrouve 2 fois dans le top 20. Drake se retrouve 2 fois dans le top 20. Taylor Swift 2 fois. The Weeknd, canadien, 3 fois dans les albums les plus écoutés. D'ailleurs, la chanson la plus écoutée dans les 20 dernières années, c'est The Weeknd qui l'obtient avec Blinding Lights. C'est une chanson qui est sortie en 2020. C'est un Canadien qui a la chanson Oui. la plus écoutée. Quand même, Oui. quand même. Mais c'est parce que je trouve que 3 Canadiens qui dominent, tu sais, c'est pas juste une étoile filante, c'est sur plusieurs chansons, plusieurs albums. Je trouve ça vraiment bien OK. pour nous quand même. Mhm. Bon, c'est l'Ontario, mais on les salue. Oui. Et finalement? Ben finalement, c'est que la deuxième chanson la plus écoutée dans ce palmarès-là, c'est celle-ci. Shape of You, Ed Sheeran. C'est bon, ça Ed aussi. Sheeran là. aussi. Entendu Un puis un autre. À chaque fois que tu rentrais dans un resto ou tu rentrais quelque part, cette chanson-là jouait. Ed Sheeran aussi qui fait bonne figure dans les différents palmarès. On les retrouve dans plusieurs positions. Donc, visiblement, la musique pop fait encore sensation sur les plateformes en Ma continu. chanson favorite d'Ed Sheeran, c'est Galway Girl. Je suis allé à Galway, d'ailleurs, en voyage. Un peu country, cette chanson-là. Je Ouais, trouve ouais. country pop, bien évidemment. Ouais. Là. Ah oui? Ouais. Ça te rappelle de ce souvenir-là? Ça me rappelle- c'est une toute petite ville, mais souvent en voyage, on tombe en amour avec des petites villes. Les petits pop de Je me coin de dis, je rue. l'ai peut-être croisé, moi, la fille de Galway, je sais pas, Peut-être. en voyage. Oh mon Dieu!